Période de soudure au Burkina, les prix des céréales ont un goût amer sur la place du marché. L'ouverture des magasins Sonagès à Fadangourma est perçue comme du pain béni, sauf que la formule un sac par client n'est pas du goût de tous. Nous irons à Fada pour plus de détails. Dans cette édition, l'eau, une ressource rare à Koudougou depuis le début de la période chaude, une pénurie jamais observée à Koudougou selon les habitants. Plusieurs facteurs justifient cet état de fait selon l'ONEA. Explication à suivre dans cette édition. Dans cette édition et en page internationale, un volcan est entré en activité en République démocratique du Congo. La coulée de lave s'est arrêtée au port de Goma dans l'est du pays. Plusieurs villages ont été engloutis. Voilà qui fait la une. Madame, Monsieur, bonjour. Le sac de 50 kilos de maïs se vend sur la place du marché à 11 000 francs et entre 11 000 et 13 000 francs CFA. La Sonagès propose le même prix pour 50 kilos. La Sonagès propose le même sac à 6 000 francs. Un ouf de soulagement pour les consommateurs de Fada qui ont accueilli ce 21 mai des magasins pour des ventes à prix social. Suivez l'ouverture des magasins avec Amidou Lankwande et Aruna Mari. Cela fait quelques mois que Nouaga Tchombiano guette l'opération Vente de vivres Sonagès à prix social. En cette période de soudure, les prix des céréales ont connu une hausse sur la place du marché. Déplacé interne, Nouaga Tombiano a plus d'une vingtaine de bouches à nourrir. S'offrir un sac de maïs de 50 kg à 6 000 francs CFA est un acte salutaire pour Nouaga Tombiano qui souhaite néanmoins un traitement au cas par cas. J'ai 4 épouses et 21 enfants. Un sac, c'est insuffisant pour nous. Il faut plus de soutien. Par exemple, avoir la possibilité de s'acheter entre 3 à 4 sacs. Nourrir plus d'une vingtaine de personnes avec un seul sac, c'est pratiquement la ration alimentaire d'une journée. Après, on n'aura plus de farine. Qu'allons-nous faire? 2 sites sont identifiés pour cette opération. Chaque site dispose d'un stock de 40 tonnes, soit au total 80 tonnes de maïs pour les 2 sites. La Sonagès mène d'opérations de concert avec la mairie de Fadangourma qui met en garde les personnes mal intentionnées qui veulent s'enrichir sur le dos des personnes vulnérables. Nous avons beaucoup de déplacés, nous avons beaucoup de personnes vulnérables. C'est un crime de venir piller ses vivres pour s'enrichir. J'interpelle et je pense que les services compétents vont veiller à cela. C'est là que nous allons prendre en train de payer les vivres ici pour les revendre. Ils vont répondre. La vente des vivres Sonagès se déroule sur le 2 sites de 8h à 14h30 et ce jusqu'au 31 décembre à en croire l'équipe chargée de l'opération. La campagne agricole qui s'annonce est une lueur d'espoir pour les consommateurs. Plus de 100 000 tonnes de céréales sont attendues rien que dans la province du Yoba, dans le sud-ouest. Les producteurs de Kopé et de Worancoin sont déjà dans les préparatifs. Certains ont déjà sémé, d'autres sont au stade de labour, comme nous le disent Issa Kazabré et Lambert Soma. Accompagné des 18 membres de sa famille, Alexandre Somda est dans son exploitation de 22 hectares. Nous sommes dans le village de Bénin, dans la commune de Kopé. Son exploitation présente plusieurs physionomies. On peut y apercevoir des hectares non labourés, d'autres en cours. Un peu plus loin, les semis ont été déjà faits depuis le 3 mai. C'est le mil j'ai semé, c'est à 3 hectares que j'ai déjà fini de semer. C'est 1 hectare et demi qui est poussé. Comme il n'y avait pas la pluie, je suis en train de sarcler le mil. S'il y a la pluie, je vais continuer à semer le mil et puis le maïs. Et puis labourer l'arachide avec tout ça, labourer tout le champ pour semer. Actuellement, là, on est en sarclage. Il dispose d'un tracteur et de 3 paires de bœufs pour l'aider dans ses travaux. Il bénéficie également des conseils avisés des agents d'agriculture. Nous leur prodiguons des conseils en matière de bonnes pratiques agricoles. Voilà. Donc nous leur montrons un peu les techniques pour avoir un bon rendement au niveau de leur exploitation. Il faut noter que le travail que le producteur a eu à mener est dans les règles de l'art puisqu'il a semé sur des lignes et les écartements sont respectés. Les activités agricoles ont également repris depuis le 11 mai dans le bas-fond rizicole de Orpoun dans la commune de Oronkoa.
Après les labours, l'encadreur aide les producteurs à la construction des diguettes. La base inférieure, là, nous, on fait ça 60 cm. La base supérieure, c'est 30. La hauteur, maintenant, ça fait 25. Les diguettes qui sont perpendiculaires à l'écoulement de l'eau, ça, c'est un peu plus grand par rapport aux diguettes pour caserage. Là-bas, nous, on fait la base inférieure, là, 80 cm. La base supérieure, 40. Et la hauteur, là, on fait 30. Mis en service depuis 1998, le bas-fond de Orpoun a une superficie de 55 hectares. Il est exploité par 2 coopératives. Nous avons 2 coopératives dans le bas-fond Orpoun. La coopérative Nyonyele regroupe 52 membres et la coopérative Sonti regroupe 76 membres. Nous visons aussi à avoir des partenaires qui puissent nous aider. Du côté de l'NPK, voilà, du matériel. Les producteurs n'attendent plus que la pluie pour se mettre au travail. Pour les responsables de l'agriculture dans le Yoba, pas d'inquiétude. Lorsque nous avons un peu fait les comparaisons pluviométriques, on se rend compte que nous sommes à 88 mm en 2 jours de pluie à Copé et à 38 mm de pluie en 2 jours pour cette campagne à Nyogo. Par rapport à la campagne passée de 2020, nous nous rendons compte que c'est acceptable. Pour cette présente campagne, il faut noter qu'à l'heure où je vous parle, je pense qu'il y a un camion qui est en route pour venir vraiment décharger les engrais. En termes de prévision pour la présente campagne agricole, il est attendu plus de 100 000 tonnes de produits céréaliers, dont 11 000 tonnes de riz dans la province du Yoba. Et il faut des terres en bonne santé pour espérer de bons rendements. C'est en cela que s'inscrit l'initiative de la Grande Muraille Verte pour le Sahel et le Sahara, qui encourage les hommes et femmes de médias à promouvoir la gestion durable des terres. Les journalistes qui s'intéressent à ce sujet sont invités à postuler à la 2e édition du prix Grande Muraille Verte, lancé ce 20 mai au centre de presse Norbert Zongo. Détail avec Paul-David Bambara et Marguerite Douagneau. Encourager et susciter une plus grande participation des femmes journalistes au concours Prix Grande Muraille Verte, c'est l'innovation majeure pour cette 2e édition avec la mise en jeu d'un prix spécial genre. Initié par la coordination nationale de l'initiative Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel, ce concours vise à promouvoir la production journalistique de qualité pour la sensibilisation des populations dans la récupération et la gestion durable des terres. La question de la dégradation des terres est une préoccupation au niveau mondial, singulièrement au niveau du Burkina. Et donc, il est apparu pour nous que nous mettions l'accent sur des actions qui peuvent permettre d'inverser les tendances à la dégradation. Évidemment, pour cette activité, il y a des techniciens qui le font, mais également, il faut forcément que les médias puissent apporter une contribution immense. Et pour sa 2e édition, la compétition va respecter un certain nombre de critères du règlement intérieur. Les œuvres des journalistes sont attendues à partir du 1er juin 2021 et la proclamation des résultats prévus lors de la Journée nationale de l'arbre le 7 août prochain à Zignari. Comme je vous le disais en titre, la ville de Koudougou vit une pénurie d'eau depuis le début de la période chaude. Les populations sont remontées contre les services de l'ONEA. L'ONEA, à son tour, pointe du doigt le manque de la ressource, les travaux urbains qui endommagent leurs installations et des difficultés liées à la fourniture de l'énergie. Immersion dans ce dossier de Adam Nkiti et Sekou Zongo. Des bidons et des barriques en attente d'eau. Des regards hagards, des bidons sur des motocyclettes parcourant les artères. Le spectacle symbolise le désarroi des populations de la cité du Cavalier Rouge. Koudougou vit une pénurie d'eau sans précédent en cette période de forte chaleur. Nous subissons ces coupures d'eau il y a près de 20 jours. Si l'eau se coupe le matin, il faut carrément attendre la nuit. Les femmes s'engueulent et ne dorment même plus chez elles. Ce sont ces bornes fontaines qui sont devenues nos maisons. Nous sommes au secteur 3 et ici,
Depuis plus de 2 mois, nous n'avons pas eu une seule goutte d'eau dans les robinets. La recherche de l'eau est devenue notre activité principale, de jour comme de nuit. Aussi bien nos enfants que nous-mêmes souffrons du manque d'eau à Koudougou. Sincèrement, nous sommes désespérés et ne savons plus à qui nous confier. Face à ces cris de détresse, des initiatives sont prises. Des forages privés servent gracieusement de l'eau aux populations, mais la forte demande annihile ces efforts. C'est le cas du Conseil régional du Centre-Ouest qui ouvre son forage aux populations riveraines. Nous aurions bien voulu faire mieux, mais la plus grande difficulté que nous avons, c'est que la capacité est faible. Le liquide vital se fait rare à Koudougou. Mais comment expliquer cette situation? L'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA avance des explications de divers ordres. Il faut citer en premier lieu le problème du manque de ressources. Aujourd'hui à Koudougou, nous avons 3 sources d'approvisionnement pour l'eau potable de la ville. Il s'agit du fleuve Moun, il s'agit du barrage de Salbisgo et ensuite de 2 forages qui sont au niveau de la cité des forces vives à Koudougou. Au niveau du barrage de Salbisgo, le barrage de la Tari, depuis le 4 mai, nous ne pompons plus de l'eau de Salbisgo vers la station pour le traitement. Ça fait environ 120 mètres cubes. Au niveau des forages de la cité de la force vive, le débit cumulé est de 22 mètres cubes. Mais aujourd'hui, nous sommes à peu près à 15 mètres cubes. Il ne reste uniquement que le fleuve Moun. Donc aujourd'hui, pour une production qui avoisinait les 450 environ pour pouvoir servir la ville de Koudougou, nous sommes à 300 pour pouvoir desservir les mêmes populations. Il y a aussi les problèmes d'approvisionnement en source d'énergie. Quand il n'y a pas d'énergie électrique pour fonctionner, nous sommes obligés de retourner vers le groupe électrogène. Mais sachez que les groupes électrogènes de secours qui sont installés au niveau de nos stations ne peuvent pas prendre l'ensemble de nos équipements. Il y a aussi tout récemment les nouveaux travaux urbains qui sont là. Nous avons tenu plusieurs visites de chantiers, plusieurs réunions de chantiers avec les entreprises pour les sensibiliser sur la nécessité de faire très attention pour ne pas casser nos canalisations. Mais force est de constater que chaque jour que Dieu fait, il y a des casses qui sont constatés sur notre réseau. Conséquence, plusieurs quartiers sont totalement orphelins des services de l'ONEA, notamment le secteur 5, où la situation est très préoccupante. Au jour où nous sommes là, ça fait 1 mois, une dizaine de jours qu'on n'a pas de l'eau dans nos robinets. Aujourd'hui à Koudougou, nous avons environ 17 000 abonnés que nous devons desservir. Ça, c'est ce qui est officiel au niveau de l'ONEA. Mais il faut dire, au-delà de ces 17 000 abonnés, il y a des gens qui sont dans les zones périphériques qui ont aussi besoin d'eau. Alors, nous avons entrepris des projets de restructuration du réseau pour pouvoir faire cette répartition équitable de l'eau. Les travaux sont en cours, nous n'avons pas encore terminé. Pour les zones dont vous avez parlé qui ont des difficultés d'approvisionnement, nous sommes en train de terminer actuellement un grand projet qui consiste à faire passer une grosse canalisation sous les rails à Koudougou pour pouvoir alimenter le secteur 5 de Koudougou qui est le plus durement touché. Malgré ces situations difficiles d'approvisionnement, la nationale de l'eau rassure, des travaux sont en cours et de grands projets sont en passe d'être réalisés pour soulager les populations et répondre à l'objectif zéro corvée d'eau à l'horizon 2030. Mais en attendant, les Koudougouais vont devoir user du système D et prendre leur mal en patience. À Waïguia, ce 21 mai, le professeur Chalmay Ouedraogo a visité le centre hospitalier universitaire régional de Waïguia. Le ministre de la Santé s'est également rendu à l'ancien site de l'hôpital avant d'échanger avec les acteurs qui travaillent dans ces différents centres de santé. Compte rendu de Boukari Ouedraogo et Alidou Alain Sawadko. Professeur Charlemagne Ouedraogo, ministre de la Santé dans les locaux du CHUA de Waïguia. Premier service visité, les urgences. Ici, l'ordre du jour note les difficultés du personnel. La liste des difficultés est longue, mais le docteur Edgar, chef de ce service, n'occulte rien. Nous n'avons que 8 lits
d'observation. Et pour un service d'urgence, sur les 8 lits, vous n'avez que 4 bouches d'oxygène. Et malheureusement, même ces 4 bouches-là ne sont plus fonctionnelles. Nous sommes donc au niveau des services des urgences, 8 médecins, et il n'y a qu'un seul médecin spécialiste qui est un cardiologue. Alors que pour un service d'urgence, il serait quand même nécessaire qu'il y ait des médecins réanimateurs, des médecins urgentistes, en tout cas pour étoffer la qualité de la prise en charge. En plus des urgences, plusieurs autres services ont reçu le ministre Sarlemagne. D'ici à juillet, le professeur s'est rendu au centre médical de Lazaret et l'ancien site de l'hôpital. Après les visites, place aux échanges avec les différents acteurs. La difficulté qui perdure jusqu'à présent, que les DG successifs ont tenté de résoudre sans pour autant arriver, c'est la question de l'électricité, la question des branchements. Cette situation-là a été préjudiciable pour cet hôpital-là. Parce qu'on met chaque fois de l'argent, mais on n'arrive pas. Le professeur Sarlemagne est envoyé par le Premier ministre du Faso après son discours sur la situation de la nation pour voir l'état du CHIA de Wayuguya. Des préoccupations, le ministre de la Santé promet faire le point à son retour et travailler pour l'intérêt général des populations. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a été interpellé par un député de la région sur une situation des équipements. Et Son Excellence donc nous a instruit donc de faire le déplacement pour nous enquérir et prendre des mesures idoines afin de corriger. Mais au-delà donc de ce que nous avons vu, nous avons constaté d'autres imperfections. Donc nous allons tirer des leçons de ça et nous allons prendre le chemin de Ouaga pour aller trouver des solutions et les interpeller afin que la responsabilité de chaque partie donc puisse être engagée. À Wayuguya, le ministre de la Santé s'est dit satisfait des échanges et promet travailler à assainir le département de la santé et donner une nouvelle dynamique au ministère. Des scènes de joie hier à Peltenga, dans la commune de Zignaré, et pour cause, l'école primaire de la localité a été normalisée avec 3 nouvelles classes et 3 logements pour enseignants. Le village bénéficie également d'un nouveau lycée et d'une piste rurale de 7 km. Ces infrastructures ont été gracieusement offertes à l'État par un fils de la localité. La remise avec Paul-David Bambara et bienvenue Tansa. Peltenga, dans la commune de Zignaré. Sur ses visages se lit le soulagement. L'école primaire de Gombugo se normalise avec 3 nouvelles classes et 3 logements pour enseignants. Le village de Peltenga bénéficie d'un lycée flambant neuf muni d'un forage. Cette piste rurale de 7 km est aménagée pour faciliter l'accès à ces infrastructures éducatives. Le tout opéré à titre gracieux par ce fils de la localité, El Hadj Boukarewe Draogo. Être humain, c'est être responsable. J'aimerais quand même prouver ma mission sur terre, poser des actes que d'autres personnes aussi pourront étudier ici et pouvoir faire mieux que ce que j'ai fait. Raison pour laquelle j'ai eu à penser et à faire ce que vous voyez pour la population et pour le Burkina Faso. Nous sommes très heureux. Boukare Ouedraogo est à la fois un ami et un frère. Nous demandons à Dieu de lui donner plus de force afin qu'il réalise mieux que ce qu'il vient de faire. Au nom du gouvernement, le ministre des Infrastructures et du Désenclavement est présent pour saluer une action citoyenne. C'est véritablement un grand soulagement et ce soulagement, il vaut pour les populations, il vaut aussi pour le gouvernement qui pourra réorienter les investissements qui étaient prévus ici à d'autres communes et à d'autres villages. Et pour joindre l'agréable à l'utile, El Hadj Boukarewe Draogo prend ici l'engagement de doter chaque année ce lycée et toutes les écoles primaires de Peltenga en fournitures scolaires. Nous braquons à présent nos projecteurs sur le Sénégal qui accueille une délégation du ministère de la Communication. Les deux pays ont partagé leur expérience vers le basculement de l'analogie et sur le basculement de l'analogie vers le numérique. La délégation burkinabé a eu des échanges avec la partie sénégalaise, la TDS, Télévision sénégalaise. Le point avec Sanou à Christine Koulibaly. Tout savoir sur la télédiffusion sénégalaise, son cadre normatif, réglementaire et surtout sur son modèle économique, le point était inscrit à l'agenda de la visite de travail de la délégation burkinabé à Dakar. Après un exposé suivi avec intérêt,
la doyenne des sociétés de diffusion ouest-africaine apprend beaucoup de TDS. Je vois qu'ils nous ont donné vraiment la perspective en termes de modèle économique et c'est vraiment l'épine dorsale des sociétés de diffusion actuellement. Il y a moins de 5 ans que les opérateurs de diffusion ont vu le jour dans le paysage audiovisuel. Donc on est vraiment dans la recherche de l'équilibre normal pour vraiment des opérateurs de diffusion qui sont la plupart du temps des sociétés anonymes, donc qui doivent perdre des bénéfices. Et quand on connaît les charges actuelles, c'est vraiment la difficulté de trouver le modèle économique idéal pour une survie réelle des opérateurs de diffusion. Pour la survie des sociétés de télédiffusion, TDS a sa stratégie. Une stratégie qui consiste à élargir ses horizons en explorant les possibilités offertes par le numérique. Puis, dans le cadre de nos échanges, il y a une question centrale qui s'articule autour des services à valeur ajoutée qui devront représenter les relais de croissance, au-delà des services primaires que nous apportons aux chaînes de télé, mais aussi aux distributeurs de contenu. Donc, dans ce cadre-là, considérant le fait que quand même il faut qu'on travaille sur des plateformes innovantes, je pense que c'est ça qui va nous permettre d'apporter une réponse dans la génération des revenus. Des revenus qui devraient garantir la pérennité de ces sociétés de diffusion et surtout leur donner une autonomie, gage de leur indépendance. L'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, ASELC, se dote d'un logiciel de gestion du fonds documentaire, logiciel lancé par le programme d'appui à la gestion publique et aux statistiques. Ce programme qui a procédé à la même occasion à une remise de matériel au profit de plusieurs services du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement. Gérard Sommet et Estelle Judith Assogba. L'Union européenne renouvelle son soutien à l'endroit du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement. Le chef de la délégation vient les bras chargés de matériel informatique et de communication composé entre autres d'ordinateurs de bureau, de serveurs, d'exemplaires de code général des impôts, de scanners, de tablettes et de casques. Un lot de matériel pour assurer une meilleure gestion des finances publiques au Burkina Faso. Je crois que nous avons fait aujourd'hui ensemble avec le gouvernement un grand pas pour vraiment donner la capacité, les moyens aux institutions impliquées de faire ce travail de contrôle, une meilleure gestion des finances publiques. Pour les bénéficiaires, ces équipements seront un grand apport dans l'exercice de leur métier. Cette 4e édition nous a permis de remettre du matériel et des documents de travail à 4 acteurs importants de la gestion des finances publiques que sont l'Autorité supérieure du contrôle d'État et de lutte contre la corruption, et la Direction générale des impôts, le secrétariat permanent du comité de politique fiscale et la direction et la DGIE. Le secrétariat permanent du comité de politique fiscale vient de commencer à travailler il y a de cela une année et je puis vous dire que qui parle de politique fiscale dans un pays parle de la gestion des données. Et c'est pour ça que ce matériel va nous permettre, à travers les 2 serveurs qui nous sont offerts aujourd'hui, de commencer à collecter et même à mettre à jour certaines données que nous avons pour mener à bien cette politique fiscale. Ce don de matériel entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui à la gestion publique et aux statistiques dans son volet sous-programme finances publiques au Burkina Faso. Le service pastoral pour la formation et l'accompagnement des responsables, CEPAFAR, a organisé un panel à Ouagadougou sur la sécurité nationale. La rencontre qui s'est tenue sous le thème « Politique de sécurité nationale, défis et perspectives » vise à faciliter une appropriation des défis de la sécurité à tous les niveaux. Paul-David Bambara et Marguerite Douagneau. Des spécialistes des questions de défense et de sécurité qui apportent leurs idées sur la problématique de la sécurité nationale, sous-régionale et internationale. L'objectif du service pastoral pour la formation et l'accompagnement des responsables CEPAFAR, c'est de contribuer à une approbation des défis de la sécurité ainsi que les attentes vis-à-vis de la population. L'un des aspects d'analyse de cette crise, c'est d'avoir une entrée analytique à partir de l'État. Penser cette clé d'analyse comme un rapport distancié du citoyen à son administration, donc
du citoyen à l'État. Donc à la fois un rapport distancié qui se manifeste non seulement par un besoin d'État. La politique de sécurité nationale, défis et perspectives. C'est autour de ce thème que les conférenciers discutent. Selon le colonel-major Naba Théodore Palais, pour pallier les faiblesses des forces armées, il faut une construction de base qui est l'établissement d'un référentiel. Il faut savoir que la menace terroriste qui a émergé dans notre pays nous a révélé un certain nombre d'insuffisances de notre ordonnancement de tous les instruments de la gouvernance sécuritaire. Le Forum national sur la sécurité a donc recommandé l'écriture d'une politique de sécurité nationale et qui devrait donc avoir vocation à être un référentiel. Au sortir de ce panel, chaque participant devra être capable de cerner les synergies possibles avec les forces publiques. Plus de 600 millions de francs CFA ont servi à la rénovation de la cathédrale Notre-Dame de Lourdes de Bobo-Dioulasso. Les fidèles ont contribué à hauteur de 200 millions de francs CFA et aujourd'hui, ils sont heureux de retrouver cette cathédrale avec ses nouvelles couleurs. Retour sur le film de la cérémonie inaugurale avec Manika Yen et Kadou Romenki. Après quelques années de mobilisation de fonds et 8 mois environ de chantier, c'est finalement avec joie que la cathédrale Notre-Dame de Lourdes ouvre ses portes à ses fidèles. Ce projet, nous l'avons nourri pendant longtemps, nous avons prié et Dieu merci, la générosité des uns et des autres mise ensemble avec des stratégies de mobilisation, nous arrivons à une demeure de Dieu parmi nous vraiment rénovée. Pour le comité de réhabilitation, le chemin n'a pas été de tout repos. 4 années de quête ont permis de collecter la somme de 215 millions de francs CFA. Or, il fallait un minimum de 400 millions de francs CFA pour commencer rien que les travaux de la toiture. Le comité s'est vu donc dans l'obligation de contracter un prêt bancaire. Avec 661 millions, on refait toute la cathédrale. Mais ne les ayant pas, et au bout de 4 ans, n'ayant pas eu au-delà de 400 millions, vous pensiez les rembourser comment? Donc il fallait trouver autre chose pour pouvoir espérer rembourser ce qu'on va emprunter. Donc ce qui fait que le chantier a dû s'élargir. On ne se limite plus à la cathédrale, mais vous avez vu aussi que tout autour, on est en train de faire des boutiques. 48 boutiques ont été construites, avec une caution de 4 500 000 francs CFA par boutique. Des infrastructures marchandes qui, selon le cabinet en charge de la mobilisation des fonds, vont permettre d'échelonner le remboursement du prêt sur 10 ans. On avait estimé des cautions de l'ordre de 180 millions. Mais aujourd'hui, nous avons largement dépassé les 180 millions. Nous sommes à 240 millions de cautions. C'est-à-dire qu'un surplus même sur les 180 millions. Ce qui nous donne en tout cas la chance et l'opportunité de dire que sur 10 ans, tout va être remboursé. À l'endroit de tous les fidèles, je dis que la mobilisation des ressources continue. Nous avons préféré 10 ans pour que ça ne pèse de trop sur personne. Mais si nous avons la possibilité de nous libérer avant, vous comprenez que c'est ça aussi qui nous arrange. Ouf de soulagement également du point de vue sanitaire. Car selon les spécialistes en la matière, la nouvelle toiture de la cathédrale Notre-Dame de Lourdes ne posera plus de problèmes de santé et quelle que soit sa durée dans le temps. La toiture de la cathédrale, vu son âge, était faite en fibrociment. Alors le fibrociment, c'est une matière, lorsque ça dure 60 ans, vous imaginez, ça se transforme en produit cancérigène. Il a fallu affronter, trouver une solution uniquement au désamiantage. Je vous dis que le désamiantage nous a coûté la somme de 88 millions de francs CFA. La pose de la première pierre de la cathédrale Notre-Dame de Lourdes est intervenue en 1957 par feu Daniel Wezin Koulibaly. Elle a été inaugurée en 1961 avec comme premier archevêque feu Monseigneur André Dupont. Et à cette cérémonie de dédicace, l'Assemblée a eu une pensée pieuse à leur endroit.
En sport, sachez que Marthe Yasmine Kouala a établi hier un nouveau record au 100 mètres haies en 12 secondes 81 aux championnats régionaux de Dakar, une performance qui va lui permettre de réaliser les minima des Jeux olympiques de Tokyo 2021 fixés à 12 secondes 84. Marthe Kouala était déjà qualifiée aux épreuves combinées du heptathlon. Hors de chez nous, coulée de lave de volcan en République démocratique du Congo, l'entrée en activité du volcan a provoqué des scènes de panique et incité plusieurs milliers de personnes à fuir leur village, des villages qui ont finalement été engloutis. Suivez. À l'est du Congo, des séismes font craindre aux habitants de Goma de nouvelles éruptions du volcan Nyiragongo. Le volcan s'était réveillé dans les nuits de samedi à dimanche. Une coulée de lave est descendue le long des flancs du cratère et s'est arrêtée dans les faubourgs de la ville de Goma, à quelques kilomètres de l'aéroport, sur l'autoroute qui traverse le nord Kivu. Plusieurs maisons et des petits villages ont été engloutis par la lave, mais au petit matin, les bilans ne faisaient état d'aucune victime. Les premières explosions du volcan avaient poussé les habitants de Goma à fuir leur maison. Dans la nuit, 3000 personnes sont parties trouver refuge au Rwanda voisin. Certains ont commencé à rentrer chez eux avant l'aube alors que les autorités n'avaient encore fait aucune communication. En 2002, la dernière éruption du volcan Nyiragongo avait fait des centaines de morts et détruit les pistes de l'aéroport de Goma. Et c'est ce qui referme cette édition de la mi-journée de ce dimanche. Merci de votre attention depuis le début de la semaine. Bon après-midi en compagnie des programmes de la RTV.